Bonjour à tous, vous regardez PlaySmart, votre rendez-vous pour décrypter l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Aujourd'hui, on fait le bilan dans Serious Game de la Paris Games Week. C'était du 30 octobre au 2 novembre. C'était bien et James Rebourg, le président du CEL et directeur général de PlayOn France, sera avec nous pour faire un premier bilan de l'événement. Dans la seconde partie de l'émission, la partie multijoueur, un débat sur la représentation de la diversité dans les jeux vidéo avec Marie-Lou Dulac, la présidente de Women in Game France, et Jennifer Lufo, la voix jeux vidéo de Radio France Internationale. Elles seront avec moi en milieu d'émission, une émission qu'on termine dans Level Up avec Olivier Nouri. Il est le cofondateur de Game Accessibility Hub, une entreprise qui accompagne les studios de jeux vidéo pour créer des contrôleurs qui sont accessibles, qui permettent aux personnes en situation de handicap de jouer aux jeux vidéo. Voilà pour le menu. Tout de suite, nouvelle partie de PlaySmart. C'est déjà fini, mais c'était vraiment très bien. La Paris Games Week 2025 a ouvert ses portes du 30 octobre au 2 novembre. Elle a accueilli près de 150 000 personnes, un peu plus même, et on va faire un premier bilan avec James Rebourg. Bonjour. Bonjour Nicolas. Président du CEL, directeur général de PlayOn France. Déjà, la question que j'ai envie de vous demander, c'est combien de personnes sont venues sur ces 4 jours faire la fête du jeu vidéo à Porte de Versailles? Alors cette année, en fait, 161 000 personnes sont venues rejoindre cette grande fête du jeu vidéo qui a duré donc cette année alors, de manière un peu différente, non pas 5 jours comme c'était l'accoutumé depuis maintenant 13 versions, mais uniquement 4 jours. Sachant qu'un des gros éléments sur cette année 25, c'était l'idée d'ouvrir en plus forte amplitude horaire et surtout de pouvoir développer des spectacles nocturnes. Comme juste à côté du salon des expositions, d'ailleurs, il y a eu des concerts, notamment un concert pour mettre à l'honneur le jeu vidéo clair-obscur qui s'était illustré par ses musiques. Cet aspect spectacle vivant, ça a quel retour? Est-ce que les salles étaient pleines? Est-ce qu'il y avait même des guichets fermés dans ce dôme le soir? Alors clairement, il y a eu 2 concerts philharmoniques tirés des plus grands classiques du jeu vidéo. Durant l'avant-première, donc ça a été un medley d'un certain nombre de titres forts du jeu vidéo qui ont été joués en musique avec à la fois une partie instrumentale et une partie chœur. Et le deuxième soir, donc c'était le concert symphonique du jeu Clair-Obscur Expédition 33, qui est un vrai succès au niveau mondial et qui véritablement transcende aujourd'hui toute une génération de joueurs, puisque l'ensemble des places s'est vendu en très peu d'heures. Vous, en quelques images, comment vous résumeriez votre Paris Games Week 2025? Quelles sont les images fortes que vous allez garder en tête quand vous repenserez à cette année-là? Alors, il y a 3 éléments. Le premier, et c'est ce qui veut être la colonne vertébrale de la Paris Games Week, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo infuse en fait l'ensemble des autres loisirs culturels. Et le fait d'avoir eu 2 concerts symphoniques, c'est la preuve que d'un socle et d'une création vidéoludique, on est amené ensuite à pouvoir en tirer des moments forts autour de la musique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui est vraiment important, donc cette année, on a fait appel à Big Flo, Et ouais. qui est un musicien, mais également aussi un vrai passionné de jeu. Donc, il a servi de consultant artistique pour la programmation. Et l'idée, effectivement, c'est bien de lier à la fois l'univers jeu vidéo avec la musique. Et le troisième point qui est important, c'est d'avoir investi le Dôme, qui est une salle magnifique à Paris de plus de 4 000 places, pour faire en sorte d'accueillir à la fois les compétitions de e-sport, pas mal d'animations, que ce soit des explications avec des développeurs de jeux vidéo qui vont expliquer le concept de création de leur jeu, des concours de cosplay, bien évidemment beaucoup de concerts, beaucoup d'animations avec le public. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la PAGAMS Week, qui est une fête non seulement pour les fans de jeux vidéo, mais également pour tous les fans qui aiment cet univers vidéoludique, avec cette idée d'attirer des populations de familles, hein. Une toute dernière question, parce qu'on en avait parlé avec votre collègue Nicolas Vignol pendant la Paris Games Week. Il disait qu'une Paris Games Week aussi, c'était l'occasion pour certains petits studios de se faire connaître, peut-être de signer avec des éditeurs. Il y avait un gros stand d'éditeurs indépendants, enfin de créateurs de jeux indépendants. Est-ce qu'il y a des deals qui ont été signés? Est-ce que certains petits créateurs ont pu trouver des partenaires pour faire exister leurs jeux dans les semaines et mois et années à venir?
Mmh. L'objectif du stand Game France, qui est le label porté donc par le CNC, donc notre partenaire visant à développer l'attractivité pour les studios français, faire en sorte de pouvoir les exporter ou trouver des investisseurs, c'est véritablement transcendé cette année. On accueillait pas loin de 40 nouveaux jeux, alors qui sont parfois au stade de développement ou au stade un peu plus avancé. Et en l'occurrence, aujourd'hui, beaucoup de studios ont pris contact avec un certain nombre d'acteurs. Ça va après se transformer, mais c'est pour nous un bel exemple de ce qu'on peut être amené à faire au niveau de la Paris Games Week, hein. James Rebourg, président du CEL, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions si rapidement, parce que vous n'avez pas beaucoup dormi ces derniers jours, mais vous nous faites l'amitié de venir faire le bilan. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne chance pour l'année 2026. J'imagine que vous allez commencer à travailler dessus très très vite. PlaySmart, nous on continue, on va s'intéresser à la représentation de la diversité dans les jeux vidéo avec Marie-Lou Dulac, la présidente de Women in Game France, et Jennifer Lufo, une grande voix du jeu vidéo en France qu'on entend souvent sur RFI. C'est tout de suite après le jingle. Qu'est-ce qu'un héros de jeu vidéo? Un homme occidental, implacable, sans aucune faille, ou est-ce qu'au contraire, il y a autant de héros de jeux vidéo que de joueurs? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui avec deux spécialistes de l'industrie du jeu vidéo et plus précisément deux spécialistes de la représentation de la diversité dans les jeux vidéo. Jennifer Lufo, bonjour. Bonjour. Vous êtes une voix du jeu vidéo sur RFI, Tout à fait. dans la chronique Bienvenue dans le game, consultante authenticité, c'est ça? Exactement. En gros, je fais du conseil auprès des studios pour mieux représenter la diversité. Des studios de quelle taille? Entre indé et plus gros studios, ça Donc dépend. même les grosses productions de Ubisoft, vous pouvez être Ça peut tout à sollicité. fait être le cas. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit le cas. Ouais. Avec nous aujourd'hui, Marie-Lou Dulac, bonjour. Bonjour. Présidente de Women in Games France. Depuis quelques mois, Oui, ça fait l'élection 6 a été mois. gagnée récemment. Vous avez remplacé Morgane Falaise, c'est ça? Qui était venue en mars ou avril dernier sur PlaySmart pour parler de la place des femmes dans les studios de jeux vidéo. Vous êtes également fondatrice de, alors comment ça se prononce? D'Iredir? D'Iredir, donc consultante diversité et inclusion, pas que dans le jeu vidéo, je crois. Oui, moi, c'est plutôt dans... Plus général, le monde de l'entreprise globale. C'est ça, le divertissement. Vous avez écrit 2 livres et on en a un qu'on va montrer en couverture, Diversité et représentation, décrypter la pensée woke dans la pop culture. Un ouvrage très érudit, hein, beaucoup de références dans cet ouvrage et qui parle de notions comme l'universalisme, pas le communautarisme, mais la représentation de chaque individualité. C'est assez passionnant et vous avez également participé, là je vais montrer la couverture, à un ouvrage collectif de M42 qui s'intitule Super vilain et il y a un paragraphe dédié aux super vilaines avec Justine Boulanger. Tout à fait. Et on va peut-être parler de ça justement, de ces personnages clés. Pourquoi c'est important dans le jeu vidéo qu'on ait des personnages différents, notamment dans les personnages clés, le héros et aussi le méchant principal. Pourquoi c'est important parfois que ce soit une femme, que ce soit pas un homme blanc? Je trouvais ça intéressant de s'intéresser à justement cette question des méchantes de jeux vidéo, puisque en fait, on a beaucoup œuvré pour avoir plus d'héroïnes, ce qui est très bien, plutôt que d'avoir des personnages secondaires ou la princesse à sauver, Qui a besoin d'être sauvé, Zelda, première version. par exemple. Et en fait, d'avoir des méchantes emblématiques, je trouve que c'est très important aussi, parce que en fait, on aime les méchants. On se souvient souvent d'eux. Bah oui, ce sont souvent les personnages les plus mémorables, ceux qui nous font vraiment nous accrocher à une histoire. Donc, je trouvais... Ils sont les plus travaillés peut-être aussi dans un scénario. Potentiellement, oui. Enfin, moi, je suis une férue de Final Fantasy VII, par exemple. Donc de Sephiroth. Voilà, Sephiroth, c'est quand même un personnage inoubliable, alors que le protagoniste est un peu plus effacé. Et en fait, on se rend compte qu'on a peu de méchantes aussi emblématiques que leurs homologues masculins. Donc avec Justine Boulanger, on s'est intéressé justement à tout cet historique de la présence des méchantes. Les méchantes dans les jeux depuis les années 80, depuis les premières générations de jeux. Jennifer, je me tourne vers vous. Vous êtes liée aussi à l'association Afro-Gameuse. J'ai envie de vous demander, la question est un peu simple. C'est quoi les personnages ou la personnage de jeux vidéo qui vous a le plus marqué ou la première qui vous aurait marqué dans votre vie?
J'ai beaucoup de personnages qui m'ont assez marqué. Je pense que le moment où j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la thématique de la représentativité, c'est lorsque l'héroïne Senna de League of Legends est sortie en 2018. Donc c'est un personnage féminin, noir, qui portait des tresses comme moi quand j'étais adolescente. Et je me suis vue en elle. Et en fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de personnage comme elle avant, dans ce jeu auquel je jouais déjà depuis quasiment 10 ans. Donc le sujet, c'est à qui est-ce qu'on permet de rêver finalement, parce que j'avais droit à des robots, des humanoïdes, des créatures de toutes sortes, mais pas de personnages humains qui pouvaient me ressembler. Et donc ça m'a profondément marquée, parce que je me suis dit, enfin, en fait, je peux aussi exister dans ces milieux-là. Et pour moi, le sujet, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'il faut cette représentation-là à travers les jeux, parce que ça nous permet aussi de se projeter, de parfois susciter des carrières, parfois susciter des vocations. Et c'est tout ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, en fait. Le sujet, c'est plus tant juste proposer de la diversité, mais c'est aussi de savoir, comme tu disais très bien, à quel rôle est-ce qu'on place aussi ces personnes issues de la diversité, parce que ça va aussi avoir une influence sur comment est-ce que nous, on perçoit nos vies et nos futurs. Et là, ce que vous me dites, Jennifer, c'est que ces personnages, ils ont un impact sur les joueurs, Exactement. et notamment les joueurs les plus jeunes. C'est important, en fait, d'avoir un personnage qui vous ressemble, et peut-être, j'ai envie de dire, pas forcément de le créer, puisqu'on connaît énormément de jeux où on peut customiser un personnage et faire en sorte qu'il nous ressemble, mais ça suffit pas. C'est pas assez, parce que, en fait, évidemment, la customisation, c'est important. Ça a été un sujet pendant de longues années, et c'est toujours pas terminé d'ailleurs. Mais c'est important d'avoir des icônes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on arrive tous à identifier une Lara Croft, on arrive tous à identifier possiblement Mario, par exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de citer, par exemple, un héros noir, héros principal dans son jeu vidéo? Si vous posez la question à une personne lambda qui joue aux jeux vidéo, elle va difficilement arriver à vous trouver plus de 2 personnages. Et généralement, l'idée, en fait, c'est de ne plus arriver à les compter sur les doigts d'une main. Si on continue de pouvoir les compter juste sur les doigts d'une main, c'est que le problème, il continue de persister. Encore existant. Là, j'allais citer le cinéma, qui est pourtant une industrie largement plus ancienne. Et même là, on peut compter sur les doigts d'une main des personnages emblématiques qui ne soient pas blancs occidentaux. Marie-Lou, on a cité Lara Croft. Lara Croft, c'est un personnage qui vous a marqué. Et pourtant, Lara Croft, on dit souvent, elle peut être critiquée pour être un personnage féminin, certes, mais plutôt pensé pour un public masculin. Ouais, je pense que je rejoins Jennifer, c'est qu'on prend aussi ce qu'on a, ce qu'on nous propose. Et moi, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, il y avait très peu d'héroïnes, de manière générale, et très peu d'héroïnes fortes. Alors moi, j'ai toujours été intéressée par les personnages badass, voilà, j'avoue. Et du coup, quand on a 7-8 ans et qu'on a Lara Croft, déjà, on est très content d'avoir un personnage féminin. Un premier. Voilà, un premier, même si elle a évidemment des défauts. Et c'est quand même Lara Croft qui m'a donné envie d'exercer mon premier métier, à savoir archéologue. Alors, je ne savais pas qu'elle était pilleuse de tombes et non pas archéologue. C'est une petite subtilité. Petite subtilité, voilà, que je ne comprenais pas évidemment étant enfant, mais en tout cas, elle m'a beaucoup marquée. Et après, c'est plus tard en fait qu'on se rend compte, on prend de la distance en fait par rapport à ce que l'industrie nous propose, et on voit effectivement qu'il y a des axes d'amélioration. L'industrie, sous longtemps, a été réticente à proposer, à prendre des risques, parce qu'on parle de ça, de prise de risque, de peur que le public ne réagisse pas bien, n'achète pas les jeux, on a peur du bid commercial. Or, on peut citer juste un personnage, Ellie, un jeu, The Last of Us, et pour le coup, une femme homosexuelle n'a pas cassé la dynamique de vente d'un jeu qui est devenu l'un des jeux les plus vendus de l'histoire. Ça apporte quoi, un personnage comme Ellie, à l'industrie ? Moi, je trouve que c'est un personnage qui est très important, puisqu'on a quand même des témoignages de joueuses, en l'occurrence, qui ont partagé que le fait d'avoir un personnage aussi iconique, ça leur avait aussi... ça leur avait permis de faire un peu. Oui, par rapport au fait d'assumer sa propre sexualité. Donc, il y a aussi vraiment cet effet rôle modèle, en fait, d'avoir un personnage qui est aussi aimé, aussi connu. Après, il faut savoir aussi que quand un jeu qui a un personnage féminin ou un personnage racisé en tête d'affiche et que ce jeu ne fonctionne pas commercialement... On accuse le personnage racisé. Exactement. Donc, on pense un peu à Assassin's Creed Shadow. Alors, le jeu n'est pas forcément un four commercial, mais le personnage principal a fait l'objet de beaucoup de critiques, de reproches, notamment... Alors, ça, Jennifer, je me tourne vers vous. On s'étonne de voir un samouraï d'origine africaine. Pourtant, on ne s'étonne jamais de voir des dragons ou des morts-vivants dans les jeux. Vous avez C'est quoi tout le dit. problème?
Vous avez tout dit. Le problème, c'est effectivement que pendant longtemps, il y a une partie des gamers qui continuent de vouloir s'accaparer en fait un espace et ne pas vouloir laisser de la place à d'autres personnes qui voudraient aussi se voir représenter. Nous, pour beaucoup de personnes en tout cas, on n'a jamais eu beaucoup de mal à s'identifier en fait à des personnages qui ne nous ressemblent pas. C'est ce qu'on a fait toute notre vie justement. Et aujourd'hui, le public qui est vraiment réellement divers. Il suffit d'aller en convention pour voir à quoi ressemblent les joueurs de jeux vidéo. Ce public-là veut aussi de la nouveauté, recherche aussi des histoires un peu plus originales, et ça passe aussi par là, en fait. Là, on parle d'un samouraï, en tout cas d'un personnage africain. Aujourd'hui, l'Afrique est très très peu représentée à travers les jeux vidéo. Il existe très peu de jeux aujourd'hui qui abordent la mythologie africaine, alors que les Vikings, les mythologies asiatiques, chinoises, égyptiennes, etc. Il n'y a que la scène indépendante pour l'instant qui s'y risque. Qui s'empare du sujet. Et pourtant, ça pourrait tout à fait faire naître de nouvelles histoires. Et ça me fait penser au dernier projet de Ubisoft qui a apparemment été annulé, alors qu'il devait proposer l'histoire d'un esclave qui devait donc combattre le Ku Klux Klan. Ça aurait pu être un symbole politique, ça aurait pu aussi plaire à beaucoup de gens. Je sais que beaucoup de gens ont été à la fois surpris et déçus par cette annulation. Et ça en dit long aussi sur l'état de l'industrie, je pense. Ouais, parce que le jeu vidéo, malgré tout, c'est très politique. Et donc, il y a des gens de la diversité qui s'y intéressent, mais il y a aussi des gens qui sont plus proches d'idées d'extrême droite qui jouent. Et l'industrie, elle a peur de se mettre à dos ce public-là, vous pensez ? Ah bah oui, complètement, parce qu'en fait, donc il y a cette minorité très vocale qui existe et qui, en fait, on a l'impression que quand on a des critiques émises, par exemple, à l'égard d'Assassin's Creed Shadows, que c'est juste des joueurs qui grognent un peu et donc s'expriment sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est très organisé. C'est-à-dire qu'on va cibler des développeurs pour les harceler, on va aller faire du review bombing. Donc c'est-à-dire de mettre des mauvaises notes juste pour... Certains jeux, d'ailleurs, on en fait les frais. Je pense à Dragon Age, le Veilguard, qui a des notes très très basses sur Metacritic. Et ça, c'est clairement du review bombing, quand les notes sont oui, basses. En fait, il suffit qu'il y ait un aspect, on va dire, de représentation qui soit clivant, qui ne plaise pas à certaines communautés. Et pour avoir du review bombing, et justement, on parlait de Daily, The Last of Us 2 a été victime de review bombing. Horizon aussi, parce qu'à un moment, il y a une possibilité de romance lesbienne qui n'a pas plu à certains joueurs. Donc, en fait, ces personnes-là sont très organisées et, en fait, veulent vraiment... faire des dégâts, décrédibiliser. Oui, et garder le jeu vidéo pour eux, avec un récit qui leur convient à eux, et sans vouloir s'ouvrir à d'autres. Quand Dontnod prend un risque important avec Tell Me Why, il y a un personnage transgenre, donc un homme transgenre, si je ne me trompe pas, né femme, il devient homme. Ça, eux, pour le coup, j'imagine que c'est plus un choix business, ça devient limite un choix militant de d'écrire cette histoire. Ils savent que quand ils créent cette histoire, qu'ils choisissent ce personnage, il y a des risques derrière, mais ils les assument et c'est limite un choix presque politique, sociétal. Je pense que Tell Me Why est sorti à un moment où... alors, il y avait des crispations et des clivages, mais c'était moins visible qu'aujourd'hui. Là, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une armée de snipers qui attendent à la moindre suspicion de wokisme. En fait, ils dégainent leur campagne de harcèlement. Donc, je pense que Dontnod aussi était identifié comme un studio avec des idées progressistes et s'adressant à un certain public. Donc, woke pour les détracteurs. Voilà, un studio woke pour les woke. Vous l'expliquez bien dans le livre, justement, Diversité et représentation. C'est quoi que c'est utilisé comme une insulte aujourd'hui sur quelque chose qui, à la base, est très positif, éveillé, woke. Oui, on voit effectivement que ça peut être utilisé de manière négative, mais aujourd'hui, on assiste à une réappropriation du terme où, en fait, des gens se revendiquent woke, parce qu'après tout, il n'y a pas de mal à se dire en posture contestataire. Exactement. Jennifer, il y a une question importante, c'est imposer peut-être des personnages comme le personnage transgenre de Tell Me Why, imposer une femme comme personnage principal de The Last of Us. Et certaines personnes de ces minorités sous-représentées disent « Oui, on aime quand on impose ce personnage-là parce qu'on veut que des gens marchent dans nos chaussures. » C'est important, ça vous ferait plaisir, par exemple, que moi, je joue à un jeu en étant l'incarnation d'un personnage africain, par exemple? Pour vous, pourquoi ce serait important?
Je pense que c'est important que tout le monde puisse le faire, tout comme, encore une fois, j'ai pu jouer à tout type de jeu avec tout type de personnages et ça m'a permis de, effectivement, m'identifier à tout plein de récits et de caractéristiques qui m'ont plu à titre personnel. En fait, c'est quelque chose qui va effectivement permettre à tout le monde d'incarner en fait d'autres réalités, d'autres récits. Et c'est en ça le grand pouvoir, à mon sens, du jeu vidéo, c'est de permettre à autrui de se mettre dans la peau des autres. Le jeu vidéo le fait très très bien. Et je pense qu'on a effectivement besoin de ça pour avancer en tant que société et que ça nous ferait nous poser aussi des bonnes questions, comprendre les réalités d'autres personnes. Effectivement, comme moi, j'ai joué à Tell Me Why, ça m'a fait aussi réaliser pas mal de choses en termes, par exemple, sur l'expérience d'une personne trans. Lorsque je joue à The Last of Us, lorsque je joue à Tales of Kenzera, c'est vrai que je prends beaucoup l'exemple de Tales of Kenzera, qui est ce jeu afro-fantaisiste où on va jouer le rôle d'un chaman, un jeune chaman qui a perdu son père et qui va finalement vivre son deuil en fait à travers ce jeu. Il est entièrement doublé en Swahili, ce qui est absolument rare, encore une fois, dans le jeu vidéo. Ouais, déjà, donc j'ai appris plein de choses. De ne pas avoir de français, de traduction française, c'est audacieux. Marie-Lou, une dernière question pour vous, parce que le contexte géopolitique que vous avez commencé à aborder, réélection de Trump et un gros mouvement réactionnaire aux États-Unis, des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine qui prennent place de manière très importante dans le jeu vidéo, ce n'est pas forcément des pays très progressistes, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que ça peut avoir un effet négatif sur la représentation de la diversité, d'avoir ce type d'acteurs qui prennent position? Effectivement, on a l'Arabie Saoudite qui se positionne sur l'e-sport, donc voilà, en utilisant, et pas que, pour vraiment utiliser le jeu vidéo comme outil de soft power. Après, j'ai envie de dire que voilà, on a la preuve que les États-Unis, censés être voilà, le phare de la liberté, n'est pas forcément non plus l'endroit le plus favorable à l'expression des minorités. Donc, moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on se reconcentre aussi sur ce que nous, on peut faire et on sait faire en Europe, qu'on s'intéresse aussi à d'autres marchés comme celui de l'Afrique, voilà, pour essayer aussi de se poser la question de nous, qu'est-ce qu'on a envie de promouvoir à travers le jeu vidéo, en fait. Veut être, quelles sont nos valeurs? Exactement. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une responsabilisation des studios à avoir, de se dire déjà qu'on a un pouvoir, en fait, d'influence sur la société, quoi qu'on en dise, et de se demander ce qu'on a envie de véhiculer à travers le jeu vidéo et de ne plus penser au jeu vidéo comme quelque chose de globalisé, donc d'un peu lissé, où on a une absence de marqueurs culturels. Moi, je pense au contraire qu'il faut essayer de s'interroger sur ce que nous, on a envie de dire, en fait, à travers ces récits. Ça veut dire penser aux jeux vidéo pas que comme une industrie à but lucratif. Bien sûr, alors c'est normal, mais on a la preuve avec tous les jeux qu'on a cités qu'on peut faire ce type de jeu et qui va complètement fonctionner finalement. Et je voulais juste ajouter à ce que tu disais, Marie-Lou, que c'est aussi important de se placer du point de vue des développeurs. Ce qu'il faut pour changer aussi, faire évoluer ce milieu-là, c'est le faire évoluer de l'intérieur et donc faire participer aussi la diversité. Les créateurs sont partout, les créateurs et les créatrices sont issus de tous horizons et il faut qu'ils commencent à créer également. Et c'est un sujet qu'on prend très à cœur. En tout cas, nous, avec l'association Afro-Gameuse, on a un événement qui sera dédié à cette thématique-là de l'inclusion et des représentations qui arrivent fin novembre. Donc, ça s'appelle Game Changers et j'invite tout le monde à venir. Comment on s'y inscrit? Il faut passer sur notre site web, sur nos réseaux. Le lien est parti. Exactement. Okay. Sur le rendez-vous est prêt. Marie-Lou Dulac, présidente de Women in Games France, merci beaucoup d'être venue. Jennifer Lufo, prochaine chronique sur RFI, ça parlera de quoi? Ce sera samedi prochain. Faut voir, ce sera la surprise puisqu'on parle d'actualité. Ouais. Ok, et donc je vous remercie. Je vous confirme que pour avoir incarné des femmes dans certains jeux vidéo, j'ai pas entamé de transition de genre et j'étais très heureux de le faire, notamment sur le jeu Control que je recommande à beaucoup de personnes ici. Et on va lancer un nouveau sujet après le jingle, c'est l'accessibilité aux jeux vidéo avec Olivier Nourri de Game Accessibility Hub qui va nous parler de ces contrôleurs qu'on adapte au cas par cas pour des personnes en situation de handicap qui partagent la même passion du jeu vidéo. Dans Level Up, on parle de l'accessibilité aux jeux vidéo, donc on parle surtout de contrôleurs ou d'ajustements faits dans les jeux pour que des gens en situation de handicap puissent avoir une expérience de jeu satisfaisante. Et on va en parler avec quelqu'un qui travaille sur le sujet, Olivier Nourri, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de Chief Accessibility Hub. Je ne me suis pas trompé. Games Accessibility Hub, oui. Game Accessibility Hub, et vous êtes le Chief Accessibility Officer. Ce n'est pas facile à dire, tous les noms sont en anglais. J'ai envie de vous demander de base la structure. Par rapport à quel constat vous avez décidé, vous, de la lancer, de vous lancer dans cette aventure? Oui, alors effectivement, ce qui nous a
motivé à lancer cette structure, c'est le constat que aujourd'hui, il y a à la fois une demande côté joueurs et joueuses en situation de handicap d'avoir des jeux auxquels ils et elles peuvent jouer, et également du côté des gens qui font les jeux, l'envie aussi de le faire, mais avec parfois des difficultés qui sont déjà savoir comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire, jouer avec un handicap, comment on s'y prend pour satisfaire ce type de besoin, comment on rencontre les joueurs qui vont permettre de faire des retours sur justement l'efficience des solutions qui ont été adoptées. Parce que là, la grande difficulté, là j'étais à la Paris Games Week, donc cette semaine, il y avait un stand de Cap Games pour traiter ce sujet-là. Et le retour qu'on me faisait beaucoup, c'était qu'il n'y a pas une solution qui va marcher pour tout le monde. Clairement. La grande difficulté, c'est que c'est du cas par cas. Et comment on fait pour travailler quand c'est du cas par cas? Oui, c'est toute la complexité finalement. Quand on parle de handicap, on n'a pas dit grand-chose, on a juste donné un mot valise. Une grande catégorie. Voilà, ça va être le handicap visuel, auditif, cognitif, moteur, etc. Et même à l'intérieur de ça, des besoins très différents. Donc, il n'y a pas vraiment de solution simple, j'allais dire. Il faut écouter les besoins, il faut les observer, les analyser, et puis travailler avec les personnes concernées pour élaborer ce type de solution qui vont être soit logicielles, soit matérielles. Oui, matériel, c'est développer un contrôleur dédié pour la personne selon son handicap. Par exemple. Avec les studios, parce que vous travaillez notamment avec des studios, oui. À quelle étape de la production vous intervenez et comment ça fonctionne en fait? Alors dans l'idéal, plus on va s'y prendre tôt, plus on va pouvoir anticiper les difficultés et les barrières. Et du coup, que tout le développement va être pensé. Absolument. Parfois, il va y avoir des choix de design qui vont être bloquants pour certaines situations de handicap. Si on a réussi à les anticiper avant, évidemment, on va pouvoir les éviter et puis choisir des voies plus favorables. Mais on peut intervenir aussi sur des jeux déjà réalisés via des updates, pour des mises à jour, même des DLC qui peuvent... Et en général, dans les échanges que vous avez avec les studios, c'est quoi les plus gros écueils, j'ai pas envie de dire problème, mais les plus gros écueils sur lesquels vous devez travailler? Globalement, c'est les plannings. Voilà, la difficulté de caser finalement les aménagements dans le temps du projet. C'est surtout la grosse... Le temps et de l'argent. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est très, très difficile. Alors, plus la production est grosse, plus c'est difficile d'insérer des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées au début. C'est l'avantage aussi de travailler avec des indés, c'est qu'il y a une excellente maîtrise par très peu de personnes du code. Donc, la communication est plus facile. Les cycles de décision sont courts. On peut trouver facilement la bonne personne qui connaît exactement l'endroit où on va pouvoir corriger le problème. Donc, ça a des avantages. Côté grosse production, c'est évidemment des budgets. Un intérêt aussi à le faire, peut-être aussi plus mettre important. Des gens dédiés sur ces projets. Exactement, la possibilité d'avoir des postes dédiés, mais aussi des budgets, et puis aussi un intérêt, je dirais, business plus clair. Limité, ouais. Alors pour les plus grosses productions, quand vous êtes une grosse production, vous n'allez pas développer une solution d'accessibilité dans une optique de faire plus d'argent. Je pense que c'est plus pour avoir une meilleure image ou pour avoir un meilleur impact social. Souvent, alors aujourd'hui, dans la situation actuelle, on est un peu à l'émergence de ce domaine. C'est vraiment une question de conviction. Les studios qui ont fait vraiment un gros effort sont des gens qui y croyaient vraiment, avec des bénéfices derrière. C'est pas à perte. C'est des choses qui après bénéficient effectivement aux ventes, même si on ne peut pas le mesurer, parce que c'est très compliqué à faire. Mais on pense à Naughty Dog, on pense à Santa Monica, on pense à Electronic Arts, Ubisoft. Voilà, exactement. Il y a énormément de très gros jeux qui ont très bien marché avec des solutions d'accessibilité poussées. Et ça, c'est très intéressant à observer. Est-ce que la proportion de personnes en situation de handicap gamer va aller de toute façon crescendo, parce qu'il y a beaucoup de handicaps invisibles que l'on découvre aussi au fil du temps. Oui, voilà. Quand on interroge les gens, que l'on demande est-ce qu'ils ont des besoins d'accessibilité, on est sur des proportions de l'ordre de 30% de la population avec des besoins d'accessibilité, même si ça ne s'appelle pas handicap. Si vous avez une phobie, si vous avez le mal des transports, vous n'allez pas vous considérer comme handicapé, mais dans l'usage du jeu vidéo, ça peut devenir effectivement un handicap. Olivier Nourry, je le rappelle, donc cofondateur du Games Accessibility Hub, merci beaucoup d'être venu pour nous sensibiliser sur cette thématique de l'accès aux jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap. Play Smart, c'est fini pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. J'en profite pour remercier Mani qui était à la réalisation, Saïd au son, Sybille Aoudjan qui me parlait dans l'oreillette pour que je ne dise pas trop de bêtises. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas, d'ici là, jouer c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.